Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Sigarios et Calva, le dernier épisode avant la Semaine Sainte. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de Dieu, mais de manière indirecte, quoique, en se penchant sur la façon dont les scientifiques qui sont arrivés à la conclusion qu'il y avait bien un créateur ont été persécutés par les athées en général et par les communistes en particulier, qu'on nous présente souvent comme les chantres de la tolérance scientifique contre les religieux qui seraient, eux, les chantres de l'intolérance vis-à-vis de la science et des scientifiques. On va voir ça tout de suite. Ce podcast est donc intitulé Les communistes contre la science, une drôle de facette de l'athéisme. On entend souvent dire des choses telles que je ne crois pas en Dieu, je crois en la science. Mais on entend aussi souvent dire qu'un peu de science éloigne de Dieu et que beaucoup de science rapproche de Dieu. Je ne suis pas un scientifique, donc je ne vais pas aller sur ces terrains-là, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a, dès le départ de la réflexion, des positions qui sont absolument contradictoires entre d'un côté ceux qui disent que la science explique Dieu et ceux qui disent que la science annihile Dieu. Pour la faire courte, deux visions s'opposent. Celle d'un univers éternel présent depuis toujours et pour toujours, et celle d'un univers ayant eu un début et allant vers une fin. Gros défaut de cette dernière hypothèse pour les athées, elle implique une impulsion créatrice, donc un créateur, donc elle est compatible avec l'idée de Dieu. Voilà le point de la discorde dont certaines conséquences sont l'objet de ce podcast consacré aux victimes de l'intolérance anti-science, athée et communiste. Dans le livre Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, paru en 2021 aux éditions Guitre et Daniel, les auteurs Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi font en 557 pages un exposé brillant et accessible sur cette question et je vous invite à le lire si vous êtes curieux, même si on peut ne pas tout partager des points de vue des auteurs, lesquels ont d'ailleurs un site internet sur lequel on retrouve notamment beaucoup d'interventions vidéo www.dieulasciencelépreuve.com. Je vous conseille à la fois le livre et le site. Mais je vous l'ai dit, je ne suis pas un scientifique. Je vais donc vous parler d'un seul aspect de ce livre, aujourd'hui en tout cas, c'est celui de la lutte des communistes en particulier et des athées en général contre toute découverte scientifique qui prouverait que notre univers doit son existence à un créateur ou à une force créatrice. Si ce point m'a particulièrement intéressé, c'est parce qu'il va complètement à l'inverse des idées reçues. Ces idées reçues, elles vont généralement placer les croyants en obscurantistes ennemis de la science et les athées en alliés et défenseurs de la science. C'est parti pour un voyage dans le temps, bienvenue en URSS. Dans cette première grande partie, qui constitue la quasi-totalité de ce Sigarios et Calva, on va se pencher sur les scientifiques persécutés par les communistes au nom du marxisme, de l'athéisme et du matérialisme, et on verra que en science, eh bien, les fanatiques sont les athées. Je commence mon propos appuyé sur le livre donc Dieu, la science, l'épreuve que je viens de vous présenter succinctement en introduction. Beaucoup de choses que je vais dire sont reprises directement du livre, donc je vous invite vraiment à le lire, même si, comme je vous l'ai dit, on peut ne pas être d'accord avec tout, notamment quand les auteurs abordent des sujets non scientifiques. C'est parti. Dès 1917, les idéologues de la Révolution d'octobre rejettent les avancées scientifiques démontrant que l'univers va vers une mort thermique et qu'il a donc eu un début, donc potentiellement un créateur ou, au moins, une force créatrice, un événement originel. Cette découverte, qui est conforme à la Genèse, rend Lénine furieux. Et Lénine va du jour au lendemain jeter en prison les popes, les évêques, les déporter en Sibérie ou encore les fusiller, tout cela jusqu'au jour de sa mort le 21 janvier 1924. Mais à partir de 1925, sous l'impulsion de son successeur, Staline, les prêtres sont de plus en plus harcelés, les monastères sont brûlés, les églises sont détruites. L'objectif est, selon la formule de Staline lui-même, de liquider le clergé réactionnaire du pays. Malgré cette atroce politique de mort,
et malgré les cours obligatoires d'athéisme, l'idée d'une création de l'univers continue de se développer parmi les scientifiques et les universitaires. Parce que depuis les années 20, les scientifiques ne peuvent plus cacher que l'univers est en expansion et que le cosmos a donc eu un commencement. Et tout est parti de Russie. En 1922, de l'université de Saint-Pétersbourg, lorsqu'Alexandre Friedmann démystifie la constante cosmologique d'Einstein et dévoile que l'univers est dynamique et non statique, il est en expansion. Pour vous la faire courte, cette constante cosmologique d'Einstein, c'est une constante qu'Einstein a inventée, en fait, pour que ses calculs sur la relativité générale aboutissent à la conclusion que l'univers est statique. Voilà, c'est un genre de fraude. Donc ça, c'était en 1922. Mais nous en sommes donc aux années 30. Désormais, Staline est bien installé, le pouvoir communiste est installé, et Staline va lancer une véritable machine à éliminer les scientifiques. Une longue série de meurtres d'État cible des astronomes et des astrophysiciens qui ont en commun d'avoir côtoyé Alexandre Friedmann, ou alors d'être convaincus que l'univers n'est pas éternel. Et notamment à partir de 1934, dans la ville de Leningrad où sévit le secrétaire général du Parti communiste, Andreï Jdanov, la répression est sauvage. Jdanov, grand organisateur des purges staliniennes, fustige, je cite, les falsificateurs de la science qui veulent faire revivre le conte de fées de l'origine du monde à partir de rien. Fin de citation. Ceux qui ont le malheur de dire ou d'écrire que le cosmos est en expansion sont systématiquement éliminés. Parmi les scientifiques et les savants qui ont été purgés, certains sont très célèbres et je vais vous en parler maintenant. Le 13 janvier 1938, alors qu'Evgeny Perepelkin, dont les travaux physiques et mathématiques qui invalident l'univers statique d'Einstein et confirment les calculs de Friedman, l'ont mené directement au goulag en 1937 pour une durée théorique de 5 ans, il est finalement fusillé à l'âge de 33 ans, après un nouveau procès où il lui était reproché de saper les bases idéologiques profondes du régime en niant deux choses, en niant le fait que l'univers soit éternel et en niant le fait que l'idée de Dieu soit totalement inutile. Un mois plus tard, le 18 février 1938, Matvei Bronstein est fusillé à l'âge de 31 ans pour avoir lui aussi confirmé et diffusé les conclusions de Friedman. Matvei Bronstein était un très grand physicien qui travaillait sur l'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique dans un même corpus théorique. Concrètement, le but était de fabriquer une science qui arrive à allier l'infiniment grand et l'infiniment petit, ce qui nous ramène de nos jours jusqu'à l'origine de l'univers et potentiellement jusqu'à la fin de l'univers. C'est très intéressant. Et cette science, donc encore mystérieuse de nos jours, a désormais un nom, donc on appelle ça la gravité quantique. Le temps que le communisme a fait perdre à la science en éliminant Bronstein et tous les génies de son genre est un véritable crime contre l'humanité, en plus d'être un attentat contre la science. Entre ces deux exécutions de 1938, le 20 janvier, à l'âge de 29 ans, le régime communiste élimine également Dmitri Eropkin, fusillé pour avoir mené des travaux astrophysiques confirmant la possibilité d'une création de l'univers, d'une impulsion créatrice ou d'un Big Bang, comme on peut dire. Et comme disaient d'ailleurs au début les détracteurs de ces gens-là. Autre sommité, éliminé par le régime communiste, le scientifique et brillant mathématicien Boris Numerov, abattu à l'automne 1941 en forêt sur ordre personnel de Staline pour avoir lui aussi confirmé les travaux de Friedman et donc l'idée que l'univers a bien une origine. Maximilian Musselius, Vsevolod Frederiks, Innocenti Balanovski, etc., le nombre de scientifiques de premier plan assassinés par les communistes donne une idée de l'étendue de la répression visant les scientifiques considérés comme anti-marxistes car ayant tous abouti à la réfutation de l'idée d'un univers éternel, statique et là pour toujours. Avec tous ces grands savants et de nombreux autres, le régime stalinien a entendu faire des exemples glaçants, mais on ne peut pas empêcher la vérité de convaincre, et les idées de Friedman et consorts continuent de circuler et d'être confirmées. À ceux qui disent que Staline, ce n'était pas le vrai communisme, il faut se rappeler que la traque des savants avait commencé avant lui
et que, même si les condamnations à mort et les déportations dans les goulags ont disparu avec Staline en 1953, d'autres méthodes sont apparues pour continuer cette politique de persécution des scientifiques considérés comme terroristes car opposés de fait à l'athéisme fanatique du régime, avec en particulier l'assignation à résidence ou le terrible enfermement dans des hôpitaux psychiatriques dans lesquels les scientifiques étaient, entre autres, soumis à des traitements aux neuroleptiques et à des leçons d'athéisme. Il fallait admettre que Dieu n'existe pas pour que le scientifique incarcéré, ou plutôt placé en hôpital, soit considéré par les institutions comme un être éduqué, un bon citoyen soviétique. Le 19 décembre 1986, Mikhail Gorbatchev appelle Sakharov pour lui dire qu'il est libre et qu'il peut revenir à Moscou. C'est le dernier de la longue liste noire des savants persécutés par le régime communiste en raison de leurs convictions selon lesquelles la matière n'est pas éternelle et ne constitue pas toute réalité. De 1922, année où Friedman contredit Einstein, à 1986, où Sakharov, alors en grève de la faim, est enfin libéré, l'empire bolchevique aura été un incroyable boulet pour la science et un implacable instrument d'élimination des scientifiques qui mettait à mal le fanatisme matérialiste du régime. 64 ans de perdus, 64 ans de cerveaux parmi les plus brillants qui finirent transpercés d'une balle communiste, 64 ans de honte absolue. Voilà le bilan des soi-disant athées raisonnables et pro-science. Dans le livre Dieu, la science, l'épreuve, les auteurs se lancent dès le chapitre suivant, donc celui qui suit les quelques exemples que j'utilise pour faire ce podcast, eh bien, il y a une comparaison avec les persécutions nationales socialistes. Comparaison ratée, vous allez le voir. C'est la deuxième et dernière partie de ce podcast. Dans ce que je pense être une volonté d'équilibrer les choses, voilà, les auteurs du livre Dieu, la science, l'épreuve font suivre leur chapitre sur la politique répressive communiste par un chapitre sur la politique répressive nationale socialiste. Alors que côté communiste, on a les exécutions et les déportations, sans compter les internements en hôpitaux psychiatriques, etc. Eh bien, côté national-socialisme, on nous montre comme preuve de l'intolérance scientifique du régime des lettres anonymes de menaces, un caillou jeté dans une fenêtre, en illustration, on a une carte postale anti-nazie montrant Hitler expulsant Einstein d'Allemagne. S'ensuit un rappel des scientifiques ayant fui le régime nazi pour ne pas subir ce qu'a subi Otto Stern. Tiens. Alors qu'a-t-il subi de si terrible ce fameux Otto Stern sous le régime nazi ? Eh bien, il fut démis de ses fonctions de directeur de l'Institut de physique par les SA, qui lui ont indiqué que cette mesure ne se limite qu'à l'Institut et qu'il peut rester professeur au sein de l'université. Voilà. Oulala, la terrible persécution. Les auteurs du livre n'ont qu'un seul cas de mort de scientifiques à nous proposer sous le régime national-socialiste, et il s'agit d'un suicide. Les auteurs disent des choses tout à fait hasardeuses sur la pensée nazie. Par exemple, ils font de Rosenberg l'éminence grise du régime, ce qui pour le coup est une véritable erreur historique. Et ça en dit long sur le degré d'inexactitude de la tentative de mise au même plan de la persécution des scientifiques en URSS et dans le Troisième Reich. Les auteurs vont même jusqu'à dire que en Allemagne c'était, je cite, exactement comme en Union soviétique. Fin de citation. Ce qui est absolument faux, non pas du point de vue de votre serviteur, mais de la simple comparaison des faits relatés par les auteurs eux-mêmes. En conclusion de la lecture de cette partie du livre, hein, qui est bien plus vaste et qui est très intéressant, donc en conclusion, au-delà de cette petite précision également sur l'absurdité de toujours vouloir parler des horreurs nazies aussitôt qu'on a parlé des horreurs marxistes, comme s'il fallait absolument équilibrer, eh bien il est primordial d'avoir toujours à l'esprit, lorsque des militants athées se vantent d'être du camp de la science contre le camp de Dieu, qu'ils ont au moins 102 ans de retard. Que depuis 1922, les athées militants sont clairement des ennemis de la science. Et le régime communiste, s'il en fut une démonstration radicale, frappante et tyrannique, n'a pas le monopole de la chasse aux scientifiques dérangeants. Et cela sera l'objet d'un prochain podcast. Car, malheureusement,
La réhabilitation de l'idée de Dieu par les scientifiques est un sujet extrêmement sensible et toujours actuel, dans un monde occidental notamment, où Dieu est considéré comme une vieillerie, comme du folklore, ou carrément comme du fascisme, en bref, un ennemi idéologique. Et ce genre d'opposition fanatique à l'idée de Dieu est à l'origine de théories farfelues qui font perdre énormément de temps à la science, comme celle des multivers par exemple. Bref, je vous propose qu'on en parle dans le 14e épisode de Sigarios et Calva, le vendredi 5 avril à 19 heures. Et d'ici là, je vous souhaite à nouveau une excellente semaine sainte, pleine de pensées et de prières pour notre Créateur.